kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Alioune Tine, bonjour. Bonjour. C'est encore un plaisir de vous recevoir. Objection pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes le président fondateur d'Africadium Center, mais également expert indépendant des Nations Unies au Mali. Oui, vous revenez donc du Sahel. On attend d'ailleurs votre rapport. Expert indépendant, c'est votre dernier mandat, non? Oui, oui, en principe, c'est mon dernier mandat. Je dois faire mon rapport au mois de mars, le dernier rapport. Et puis, bon, c'est comme ça, hein, c'est des mandats de 6 ans. 6 ans, non renouvelables. Non renouvelables, voilà, pour des questions, si vous voulez, d'intégrité, d'indépendance, etc. Mais bon, je devais aller au Mali le 24. Hein. Ok. Bon, ben, malheureusement, bon, les autorités, ils ont reporté le voyage, je comprends très bien. Mais bon, ça ne m'empêche pas de travailler parce que je suis en train quand même de rencontrer des Maliens, de discuter avec eux et de faire des discussions en ligne avec les autorités publiques. Donc, nous sommes en train de nous préparer comme lors de la Covid-19. Hein. Ah oui, c'est un tournant décisif dans le nord du Mali, mais également au nord-est. De plus en plus, on sent quelque part, oui, un regain de tension. Absolument, tout à fait. Il y a aujourd'hui le grand problème que nous avons au Mali, et je pense que je l'avais souligné également dans mon rapport, vous avez à la fois le départ et de la MINUSMA et le départ de Barkhane. Vous avez deux mécanismes. Le Barkhane, c'est 15 000 hommes. Donc, c'était assez dissuasif. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les emprises de Barkhane qui font l'objet d'une compétition entre l'armée malienne et les groupes djihadistes, les groupes armés. Et bon, vous savez, c'est des brèches. D'abord, Ménaka, il y avait une certaine dissuasion. Il n'avait pas éradiqué, mais il y avait de la dissuasion. À la fois par la présence de la MINUSMA et le départ. Si effectivement il n'y a pas si vous voulez, un autre mécanisme, une alternative plus forte, c'est ce qui devait y avoir. Mais c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Écoutez, vous savez, au nord, il y avait cet accord d'Alger. Oui. Date de 2015. Il y a rupture dans les accords d'Alger avec Azawad. Azawad, déjà, avec ce non-respect des accords d'Alger, a décidé de mettre un terme surtout dans le cadre du corridor qui servait à laisser passer les vivres au profit des populations. Exactement, les gens de la CEMA sont sortis de l'accord d'Alger. Et c'est ça le problème. Ça veut dire sortir de l'accord d'Alger, c'est équivaut à une déclaration de guerre. Et effectivement, c'est ce qui explique toutes les tensions que nous avons aujourd'hui au Nord Mali. C'est extrêmement préoccupant. Bon, je revenais sur la question des alternatives. Parce qu'il y a beaucoup de déficits au Mali. Même au moment où il y avait Barkhane et la MINUSMA, ça n'empêchait pas la situation sécuritaire de se dégrader. Donc, objectivement, Barkhane est resté longtemps, mais ce n'était pas si adapté que ça dans la guerre contre le terrorisme. Parce que c'est 5000 hommes, le territoire est extrêmement large. L'armée malienne, à un moment donné, avait pris le dessus. À un moment donné, il y a eu une montée en puissance de l'armée malienne, c'est vrai, mais il y avait aussi la présence de la MINUSMA aussi. Je pense que c'était intéressant. Le problème, c'est pas seulement l'absence de la MINUSMA, c'est pas seulement l'absence de Barkhane, mais c'est l'absence d'une autonomie stratégique africaine, ouest-africaine. Depuis le début, je pense qu'on n'a pas fait le bon diagnostic. C'est une crise régionale qui appelait une réponse régionale. Et si tu as suivi le
le forum de Dakar, Oui. tous les présidents africains qui arrivaient, ils pointaient d'abord les faiblesses de la MINUSMA, demandaient à la MINUSMA de faire la guerre contre le terrorisme, demandaient le renforcement du mandat, de muscler le mandat, ils disaient, tous ils le disaient de la MINUSMA. Et la réponse de la MINUSMA était la même. Nous sommes effectivement là pour le maintien de la paix, pas pour la guerre. Les troupes de maintien de la paix. Or, tous les militaires africains sont à la MINUSMA dans le maintien de la paix. Donc, ce qui a manqué, qu'il y ait si tu veux, une véritable armée spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Oui, dans la riposte. Dans la riposte, c'est ça, oui, une réponse. Et cette réponse, elle manque à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, la situation n'a jamais été aussi mauvaise. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Mauritanie, dans le Figaro. Mais pour quelqu'un qui regarde ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso et ce qui se passe au Niger, il est évident que tous les jours, les attaques qu'il y a dans le Liptako Gourma montrent effectivement que la situation est extrêmement préoccupante. Et de mon point de vue, cette situation appelle une réaction rapide de la CEDEAO. Parce que quand même, ça il faut que la CEDEAO, ait, si vous voulez, une troupe. La troupe en attente, il faut qu'elle soit en place. Mais juridiquement, il faut d'abord le mandat. Exactement, avec effectivement le chapitre 7. Le chapitre 7. Et je pense que le Conseil de sécurité doit permettre vraiment la mise en place, dans les meilleurs délais, d'une véritable armée africaine, vraiment formée pour lutter contre le terrorisme au plan régional. Et effectivement de les mettre en truc rapidement, qu'ils soient opérationnels rapidement. Sinon, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, c'est vraiment un scénario du chaos. C'est vraiment des dynamiques de chaos qui se dessinent de plus en plus. De part et d'autre. Je dis, mais ça va être franchement totalement négatif ou catastrophique pour le Sahel. Ça, c'est impératif. Et que ce soit financé par la communauté internationale. On a parlé il y a longtemps, mais on pensait que c'était utopique. Mais jamais la situation n'a appelé une réaction aussi rapide des Africains. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'autonomie stratégique, si on parle de la France et de la Russie, ça veut dire si vous n'avez pas la tutelle d'une grande puissance, pratiquement vous ne marchez pas. Et la tutelle, que ce soit de la France, ça veut dire la compétition, c'est même pas une tutelle, la compétition entre la France et la Russie en Afrique de l'Ouest, c'est en train d'imploser la CEDEAO. C'est en train de casser la CEDEAO, de casser la dynamique unitaire. C'est ce que vous avez constaté sur le terrain. Mais bien sûr, parce que d'un côté, vous avez, si vous voulez, ce qu'on appelle ceux qui soutiennent les démocraties et ceux qui soutiennent également les régimes qui sont des régimes de dictature, des coups d'État militaires. Ça, c'est pas dans l'intérêt de l'Afrique. La CEDEAO doit prendre toutes les dispositions pour voir comment se réformer, comment se réconcilier avec vraiment ces juntes militaires, comment trouver pour que la CEDEAO soit le leader, prenne le leadership de la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais vous dire, il y a un ensemble d'ingrédients. Et il faut faire une analyse à la fois de ces ingrédients et comment effectivement tous ces ingrédients deviennent vraiment une espèce de bombe qui éclate comme ça dans la tête des gens. Vous avez la crise de la gouvernance. Avec le pétrole, le problème du pétrole se pose. Au Niger. Bien sûr. Voilà, il y avait une compagnie de pétrole, je pense que Petro-Niger devait être créé. Et il me semble que ça aussi, c'est pour lutter contre la corruption. Qui touchait même certains généraux. Non seulement les généraux, mais aussi la famille Pouvoir, présidentielle. Voilà. L'ex-président, il faut dire. Tout cela, ça a été évoqué. Le problème du pétrole était là. Donc ça, c'est ce que j'appelle la connexion entre la crise de la gouvernance. La corruption, elle est là. Et la corruption, si vous voulez, n'échappe même pas dans l'armée. Ça veut dire la gouvernance sécuritaire. Ils ont fait un audit sur la sécurité, sur la question de l'armée.
Et effectivement, il y a eu des problèmes. Au moins, ils ont fait l'audit. Voilà. Le pétrole, l'uranium, les recettes de l'uranium, c'est pratiquement 4%. Ça veut dire que c'est très peu. Ils y gagnent très peu. Souvent, on dit que le Niger est très pauvre. Donc, le Niger n'est pas pauvre. Le Niger, quand même, a contribué à faire de la France une puissance nucléaire. Ça, quand même, il faut quand même le reconnaître. Bon, il y a cela. Il y a la crise de la démocratie. Je pense que le fait d'avoir tout fait pour éliminer le candidat de l'opposition à l'époque, Hama Amadou, ça les a aussi rattrapés. Vous avez la connexion entre la crise de la gouvernance, la corruption, la crise de la démocratie, oui. Et vous avez, troisièmement, la crise sécuritaire. Toutes ces crises-là sont connectées et c'est ces crises-là qui explosent en même temps. Mais ce n'est pas fini. Il y a des questions qui sont restées en état de latence, je dirais, depuis les années 60. Lesquelles? Écoute, c'est le franc CFA et c'est également le départ des bases militaires. Oui. Dans les années 68, si vous voyez les Omar Blondin Diop à l'époque, les Decroix à l'époque, à l'université, il est évident que cette réclamation de l'indépendance économique, le CFA, se posait déjà à l'époque. Ce sont des questions de souveraineté. Mais c'était à l'intérieur de l'université et des intellectuels. Mais aujourd'hui, avec la révolution digitale et numérique, cette revendication est portée par les jeunes. Ils sont très nombreux, ils sont très jeunes et ils veulent aujourd'hui de l'émancipation, ils veulent de la souveraineté. Mais à cela s'ajoute aussi le fait que, bon, il y a dans ce contexte géopolitique, tu sais, on assiste à un basculement géopolitique où le contrôle, si vous voulez, de l'ordre mondial échappe de plus en plus à l'Occident, où il y a un besoin d'émancipation aussi du Sud. Et le fait, effectivement, que la Russie se mette avec le Sud, le fait que la Chine appartienne au Sud avec les BRICS, le Brésil, etc. Et le fait également que il y a un besoin d'émancipation de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite obéissait aux États-Unis, hein? Mais là, ils sont dans les BRICS. Le fait qu'il y ait un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, tout ce désordre de l'ordre mondial, comme on dit, ce changement rapide de l'ordre mondial, plus la révolution numérique joue un rôle extrêmement important qui fait que nous-mêmes, les Africains, nous ne contrôlons plus totalement notre propre opinion publique. Et tout cela, c'est des ingrédients qui font qu'aujourd'hui, comme on appelle les militaires, qui sont jeunes, qui font des coups d'État, écoutez, les gens disent, ils nous débarrassent de régimes corrompus. Ça veut dire, d'un côté, c'est une bonne chose. De l'autre aussi, la France, avec, il faut dire, la diplomatie fondée sur l'envoi de militaires, de bases militaires qui restent sur place. C'est même plus diplomatique. De la canonnière, je pense que ça a échoué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à la fin d'une ère néocoloniale, post-coloniale si on veut, et puis d'un désir d'indépendance et de souveraineté. Mais également dans une situation de confusion. Mais justement, cette confusion... Dans une situation de confusion. Et il faut essayer de dégager les choses pour que vraiment les gens se comprennent. C'est justement la raison pour laquelle vous êtes invité à Objection, pour aider à mieux comprendre la situation qui existe dans le Sahel. Aujourd'hui, avec toute cette panacée-là, comment arriver à gérer, à serrer les problèmes pour éviter le chaos à l'interne? De mon point de vue, c'est la diplomatie. Il faut absolument de la diplomatie, il faut absolument dialoguer et il faut absolument s'ouvrir également à l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas seulement les chefs d'État qui vont régler les problèmes. Les chefs d'État font partie des problèmes. C'est ça le grand problème de la CEDEAO. C'est-à-dire que la CEDEAO a un excellent texte. Mais la plupart des chefs d'État ne respectent pas les textes avec les questions de troisième mandat. Parce que dès que les gens prennent le pouvoir, ils commencent par dénoncer, et si vous voulez, toutes les crises qui ont été provoquées
par la gestion, l'hyperprésidentialisme, par la corruption et même aussi les crises sécuritaires. C'est paradoxal parce que ce sont les militaires qui devraient régler ces crises. Et maintenant, voilà, comme la France maintenant aussi est un bouc émissaire avec toutes les erreurs vraiment d'une diplomatie qui a monté beaucoup d'arrogance, beaucoup de, comme on dit, beaucoup d'infirmité, pour me résumer. Les gens se disent, mais parfait. Donc aujourd'hui, il faut repenser le fonctionnement de la CEDEAO. Il faut faire en sorte qu'on ait une commission de la CEDEAO qui soit indépendante, qui soit renforcée dans les moyens juridiques, qui puisse agir de manière à ce que, s'il y a des chefs d'État, le grand problème, c'est le fait qu'il y ait une impuissance totale de la CEDEAO quand il y a eu les 3e mandats en Guinée-Conakry, qu'il y ait eu une répression très forte et qu'il n'ait pas pu réagir. C'est pareil pour l'Union africaine. C'est pareil quand c'est arrivé effectivement en Côte d'Ivoire. Toute la crise que nous, on a traversée ici au Sénégal depuis 2021, tout de même avec les morts qu'on a connus, il y a eu très peu de réactions et de la CEDEAO et de l'Union africaine et même des Nations Unies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau géopolitique, ce qui se passe, c'est l'impuissance des organisations régionales et même internationales de régulation. Si vous voyez la facilité avec laquelle on a chassé la MINUSMA, les Nations Unies, avec toutes les forces que Dieu fait, mais demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Bon, j'étais à une réunion de ce qu'on appelle les experts indépendants aux Nations Unies, tous, et avec Volker, turc, qui dit l'ordre mondial n'a jamais été aussi déréglé. Et les droits humains n'ont jamais été aussi instrumentalisés. Et menacés aussi. C'est-à-dire que cette situation est pire que ce qu'on a connu même pendant la guerre froide. Parce qu'au moins, pendant la guerre froide, il y avait des règles. Ça veut dire qu'il y a un nouveau monde émergent que nous n'arrivons pas à contrôler. Mais un nouveau monde émergent dans le désordre, finalement. Exactement. Justement, nous avons des puissances à résoudre ces difficultés. Nous avons des puissances en déclin. Il ne faut pas se le cacher, c'est les puissances occidentales, ça veut dire l'ordre, comme on dit, westphalien, qui est en déclin pour la première fois. C'est-à-dire qu'en 91, en réalité, où il disait qu'il y avait la fin de l'histoire, cet ordre était pratiquement monopolaire. Et aujourd'hui, nous avons un ordre multipolaire. Multidirectionnel. Et nous avons le Sud, aujourd'hui, qui commence à faire de l'histoire. Le Sud qui commence à montrer le chemin, avec effectivement des puissances, si vous voulez, émergentes, très fortes, comme la Chine. La Chine aujourd'hui fait peur dans tous les domaines, économiques, dans le domaine technologique, et même dans le domaine de l'armement. Mais les Chinois ne sont pas des bagarreurs, ce ne sont pas des guerriers. Vous avez l'Inde, les gens ils l'oublient. L'Inde a dépassé la France. L'Inde a dépassé la Grande-Bretagne. L'Inde a dépassé en matière démographique aussi la Chine. Mais ça, c'est important, c'est une puissance qui est en train de monter. Nous avons le Brésil, nous avons l'Afrique du Sud. Même en Afrique, nous avons le Nigeria. C'est des, comme on dit, des géants, comme on dit, au pied d'argile. Mais c'est maintenant que nous devons transformer notre statut de sujet et d'objet. Je parle des Africains. Les Africains, oui. Je parle des Africains. Nous, les Africains, nous de la CEDEAO, nous devons transformer notre statut de sujet ou d'objet de géopolitique en devenant de vrais acteurs. De vrais acteurs, en devenant de vrais acteurs. Et pour être de vrais acteurs, il faut effectivement qu'on maîtrise notre propre sécurité régionale. Et la sécurité régionale, c'est la clé de voûte. Les Européens, ils ont beaucoup compté sur, comme on dit, l'Atlantique et les Américains. Et la tête de file, c'est la France. Et aujourd'hui, la France semble être très seule quand vous regardez ce qui se passe au Niger et ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc, il me semble que mais ce qui est positif en France, aujourd'hui, si vous écoutez le débat en France, c'est une réflexion globale, une véritable introspection sur leur échec au Sahel.
Nous, on ne le fait pas. Il n'y a même pas de débat géopolitique. Vous regardez les déclarations des candidats, c'est comme si tout marchait bien. Il faut absolument aujourd'hui qu'on intègre dans le débat national cette dimension, parce que nous allons vers un horizon que nous ne contrôlons plus, que nous ne maîtrisons pas. Que nous ne maîtrisons pas. Et il faut nous donner les moyens de maîtriser au moins la sécurité. Ça, c'est vraiment je veux dire, la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de former une armée ouest-africaine spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, et que les Nations Unies et la communauté internationale puissent lui donner les éléments à la fois juridiques et logistiques et financiers pour faire le travail et arrêter. Sinon, on va avoir bientôt des califats africains un peu partout. Oui, vous avez parlé d'un aspect qui mérite quand même réflexion, c'est la désinformation également à l'intime. Le cas du Niger pose problème. Il est question, oui, de souveraineté. Il est question également de se battre contre, justement, le djihadisme, contre le terrorisme. Mais ce qu'on ne dit pas et qui est apparu comme nécessité, c'est que c'est un problème interne au Niger. Le problème de la corruption, de la gestion des ressources également. Est-ce que dans ce cadre-là, ce problème de gouvernance interne au Niger ne devrait pas être examiné et traité de la meilleure des façons? Mais ils ont mis en place les putschistes. Ils ont bien compris que la question centrale, ils l'ont compris. C'est les généraux. Ils ont mis en place un instrument de lutte contre la corruption très rapidement. Alors que, bon, il me semble qu'avant de mettre ce genre d'instrument, il faut mettre à la fois les organes de la transition. Et que les organes de la transition délibèrent et essayent dans la discussion et le débat démocratique de construire de façon consensuelle les meilleurs mécanismes de lutte contre la corruption. Mais eux, ils l'ont mis en place. Mais tout cela aussi, c'est pour avoir de la légitimité. Vous savez, le fait de dire déjà, à la France de partir, ils construisent leur légitimité sur le fait de chasser la France, ça veut dire de surfer sur des aspirations des populations à, si tu veux, la souveraineté, chasser la France. Mais chasser la France, vous dire France dégage et bienvenue la Russie, ça aussi c'est pas la solution. C'est pour ça que j'ai dit que la solution, c'est d'abord une solution diplomatique, une solution pragmatique et une véritable réforme de la CEDEAO. D'abord, avant justement d'aller au niveau national et supranational, n'était-il pas question de gérer les problèmes internes aux États d'abord, à l'intime? C'est une connexion, connexion de la crise démocratique, de la crise de la gouvernance, de la crise sécuritaire. Ça va ensemble. Et tout ça peut être aggravé également par la révolution technologique, le digital, avec aussi la désinformation. Parce que la guerre aussi, il faut être dans les réseaux sociaux pour voir qu'il y a une véritable guerre de l'information entre les grandes puissances et concernant la CEDEAO. Je me demande d'ailleurs si nous ne sommes pas naïfs. La CEDEAO doit se doter des instruments. Les pays africains doivent se doter d'instruments pour, si vous voulez, avoir les capacités de résister à la guerre d'information et à la guerre d'influence. Et ça, il n'y a que l'unité de la CEDEAO qui peut le faire. Maintenant, ce que vous dites, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, les problèmes internes, que ce soit la crise de la gouvernance, que ce soit la crise de la démocratie, ça doit faire l'objet de débats internes. Et pour qu'il y ait un débat interne, il faut que les gens avancent dans la transition. Jusqu'ici, il s'agit tout simplement de construire la légitimité de putsch ou de, comme on dit, de militaires qui ont pris le pouvoir en surfant sur les questions de souveraineté pour avoir les peuples avec eux. Voilà, mais là, c'est un problème également, vous en convenez? Exactement, c'est un problème. C'est mêlé. Ce que les gens reprochent aux grandes puissances, c'est de fermer les yeux sur la corruption qu'il y a dans les pays africains et souvent même de les soutenir. Je peux te donner des exemples. Regarde Bolloré pendant le 3e mandat de Alpha Condé. C'est clair. Tout le soutien logistique qu'il a apporté pour avoir le port. Ça, ce n'est pas des histoires parce qu'il a été inculpé pour ça. Et pour le Togo aussi.
Et c'est deux exemples quand même qui ne sont pas des exemples de démocratie. Ni la Guinée, ni le Togo. Donc tout cela, ça fait que les gens se disent, mais attends, la France n'a pas à soutenir, ou les Occidentaux n'ont pas à soutenir des régimes qui sont des régimes répressifs, tyranniques, autocratiques. Alors, quand effectivement les soldats les débarrassent de ces régimes, les gens en sont, si vous voulez, à la première lecture. Les gens sont contents, ils sortent. Alioune Tine, quand vous les prenez au cas par cas, dans aucun des pays où il y a un putsch, où il y a un coup d'État, on est arrivé. Au départ, on dit gouvernement de transition. Après, oui, la transition finit même par se substituer au mandat. Écoutez, je vais vous poser une très bonne question. Mais entre-temps, il y a eu ce que j'appelle la bascule géopolitique. Au départ, par exemple, dans les années 91, c'est le coup d'État de ATT. On était dans un monde monopolaire. Et ATT, quand il a fait ce coup d'État, on a dit que c'était un coup d'État libérateur. Il a permis une grande conférence nationale et a permis la démocratisation du Mali jusqu'en 2011. Même en 2011, c'est le fait lui-même qu'il veuille transgresser qui a amené les problèmes qu'on a eus. Parce que ce n'était pas clair dans sa tête. Parce que moi, les Djonkunda... Oui, parce qu'Alpha Oumar a fini son mandat. Il est parti. Est venu. ATT est venu. Oui. Mais en 2011, il était en train de construire un nouveau... En 2012, il y a eu cette histoire. Ça c'est aussi encore... il faut commencer par ça, hein, la Libye. L'attaque de la Libye par Sarkozy. Et comme on dit, ils n'ont pas bien nettoyé. Tout cela a amené les problèmes que nous avons au Sahel. Donc, le problème se situe à deux niveaux. Un, vous avez le niveau interne. Où, si vous voulez, les gens protestent comme au Mali, M5, RFM, etc., pour effectivement rectifier. En réalité, la transition est destinée à rectifier toutes les erreurs de la gouvernance, toutes les crises, voilà, pour qu'ils donnent des réponses, mais des réponses civiles, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais maintenant, quand ils arrivent, vous savez, 2020, on avait commencé, deuxième coup d'État, c'est deux coups d'État au Mali. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et après le deuxième coup d'État, bascule. On se met sous la tutelle russe. On amène Wagner. Et à partir de ce moment-là, on change complètement d'orientation. Et à partir de ce moment, si vous voulez, on commence à vraiment avoir un régime autoritaire. On commence à mettre des gens en prison. On commence à mettre la société civile, des partis politiques. Mais, et c'est important, si vous réglez la crise sécuritaire, ça vous donne plus de légitimité. Mais si vous ne le réglez pas, vous avez effectivement moins de légitimité et ça, c'est un problème. Et on en est là aujourd'hui. Oui, on en est là, mais ont-ils les moyens justement de résoudre cette crise sécuritaire? Ils n'ont pas les moyens. Parce que jusqu'ici, depuis, ça commence à durer. Au Mali, c'est depuis bientôt 4 ans. Ils n'ont pas les moyens de le régler. Au Niger, parce que Wagner, Wagner n'est pas la solution. Oui. Wagner, c'est des mercenaires. C'est même pas l'État russe. Et Wagner, à un moment donné, c'est ça la contradiction et le paradoxe. Wagner avait des contradictions avec l'État russe, leur patron. La suite, on la connaît. Prigojine, on connaît la suite. Oui. Donc, c'est pas une solution, Wagner. La solution, c'est pas non plus, comment dirais-je, Barkhane. N'est pas la solution. La solution sera africaine. C'est pour ça que j'ai dit, la solution sera africaine ou ne sera pas. Et aujourd'hui, je pense que le secrétaire général des Nations Unies lui-même propose cette solution. Maintenant, c'est au chef d'État de voir dans quelle mesure on va mettre en place cette solution. Mais ce que vous dites des chefs d'État africains à leur propre niveau, ça veut dire que nous ne pouvons pas à la fois avoir des chefs d'État qui ont signé, ratifié, adhéré au protocole qui est leur propre protocole et qui ne le respectent pas. Donc, il faut se donner les moyens d'avoir un mécanisme de surveillance de l'application de ce protocole et également de prendre les sanctions qu'il faut. Or, c'est là également où on bute. Ça veut dire c'est ça l'impuissance de la CEDEAO. Il y avait un moment, quand la CEDEAO prenait une position, l'Union africaine suivait, l'Union européenne suivait et les Nations unies suivaient. Aujourd'hui, il y a une rupture. Par exemple, tu prends le Mali. Quand il y a une résolution de la France, il y a le veto.
de la Russie et il y a le veto de la Chine. Il faut qu'on règle ce problème, nous, Africains. Qu'on leur dise, mais attention, les droits humains que nous sommes en train de faire, c'est pour la sécurité des populations africaines. C'est pour l'intégrité physique des populations africaines. C'est pour le droit à la vie des populations africaines. C'est pour les droits économiques et sociaux et culturels. Il me semble que les gens vont dire que c'est occidental, mais je ne pense pas que ces valeurs-là, nous ne les ayons pas eues. Nous avons eu quand même la charte du Kouroukan-Fouga. Je pense qu'il faut que les Africains, au moins, décident de deux choses qui sont extrêmement importantes. Ça veut dire, s'ils prennent et s'ils adoptent des mécanismes, des chartes, qu'ils les respectent, que les chefs d'État les respectent. Je pense que le jour où on va respecter cette charte, et on a une commission assez forte sur le plan juridique, sur le plan de tous les moyens, je pense que ça permettrait à la commission d'avancer. Maintenant, je pense que pour résoudre le problème, pour ne pas aller trop loin, c'est de susciter un sommet de la CEDEAO en invitant tout le monde et en provoquant la réflexion sur comment réformer la CEDEAO et comment amener l'ensemble des États à s'unir. D'abord pour dire, nous voulons effectivement, concernant la sécurité de la région, prendre telle position rapidement et effectivement essayer de l'exécuter rapidement. Et de faire toutes les démarches diplomatiques pour que la communauté internationale suive. Vous le savez, au niveau de la CEDEAO, ils ne sont d'accord sur rien du tout. Ils sont d'accord que sur leur désaccord. Aujourd'hui, avec cette situation, il y a le cas aussi du Burkina Faso, où un coup d'État a échoué. Alors ça également, c'est un problème. Encore une fois, vous partez pour combattre le terrorisme et vous-même, en votre sein, vous n'arrivez même pas à vous entendre sur un cahier de charges cohérent. Écoute, je vais vous dire une chose. Oui. Dans ces pays, il faut bien le reconnaître, qui sont des pays faillis. Des pays où, pratiquement au Burkina Faso, 60% de la superficie du pays échappe au contrôle de l'État. Et vous avez une situation comme ça. La seule institution qui marche, c'est l'armée. Si vous déstabilisez l'armée une fois, l'armée c'est la hiérarchie, l'armée c'est la discipline, l'armée c'est l'ordre. Vous déstabilisez cette institution qui est la seule institution qui marche, qui est viable, qui est là une fois. Vous déstabilisez une deuxième fois. Et maintenant, on est dans des problèmes à l'heure actuelle. Mais s'il y a, comme on dit, une mort de l'armée, si vous voulez, collapse, mais ça amène des problèmes. Ça veut dire que le Burkina n'existera plus. Mais ça même, c'est une menace pour toute la sous-région. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent qu'une menace du Mali, une menace du Burkina, une menace du Niger n'est pas une menace de toute la sous-région. Aujourd'hui, il me semble que c'est sur ça qu'il faut créer un débat, c'est sur ça qu'il faut créer un sommet. Et il faut avoir le courage. Mais Alioune, on va s'arrêter sur ce point, parce que cela me semble important. Vous les avez suivis aux Nations Unies, la dernière session, avec des discours de guerriers, oubliant qu'eux-mêmes, ils doivent respecter un chronogramme, un cahier de charges. Aujourd'hui, l'essentiel de ces pays devrait aller vers des élections. Ce n'est pas le cas. Chercheraient-ils à appâter l'opinion pour oublier ce qui est attendu d'eux, c'est-à-dire le respect du chronogramme? Je rigole. Aujourd'hui, la magistrature de la Guinée a un mois de grève. On oublie qu'il y a un cahier de charges avec des échéanciers. Et ils s'en foutent du cahier de charges. Aujourd'hui, le chronogramme, on l'a oublié. La plupart des leaders politiques de l'opposition, ils sont en exil. Mais vous savez, aller à l'ONU, dénoncer la France, dénoncer les Nations Unies, ça fait de vous un héros. C'est ça. Ça a commencé effectivement au Mali. Vous retournez, vous êtes considéré comme un héros. Mais il est évident qu'il y a un épuisement, si vous voulez, de cette rhétorique. Il faut qu'on le veuille ou non. Bon, on a vu aussi le Burkinabé qui est arrivé. On a entendu le discours, Che Guevara, machin. On a l'impression que vraiment on est dans un autre âge.
On a entendu aussi, moi j'ai entendu le discours également de Doumbouya. J'ai vu même des gens étaient tellement contents qu'ils se sont distribués le discours de Doumbouya. Mais Doumbouya, mais les gens du FNDC, ils sont tellement réprimés qu'ils ont été obligés pour la plupart d'entre eux de s'exiler. Alors qu'ils devraient aller vers des élections dans quelques mois. Dans quelques mois. Il a oublié le chronogramme. Il veut rester comme les autres vont rester. Et il y a énormément de problèmes. C'est des problèmes sociaux qu'on a sur place, c'est des problèmes politiques qu'on a sur place. Le coup d'État militaire, c'est, si vous voulez, un indicateur. Est-ce la solution finalement? Non, le coup d'État militaire, est-ce la solution? Le coup d'État militaire est un symptôme, c'est pour montrer que notre démocratie elle est malade. Mais ce n'est pas le remède, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la réponse. Quand ils prennent les coups d'État, il faut très rapidement, si on veut que ces coups d'État soient des coups d'État libérateurs, de mettre en place vraiment une transition et de créer les meilleures conditions pour que le débat permette de refonder et de rectifier les erreurs du passé. Alors, et c'est pas ce qui est fait. C'est pas ce qui est fait, mais on ce n'est ni le cas du Mali. Le Mali aujourd'hui, ils ont des problèmes. Ce n'est pas le cas de la Guinée. La Guinée, ils ont des problèmes. Et ce n'est pas le cas non plus du Burkina Faso, où effectivement l'effondrement de l'État burkinabé est à craindre. Et ce serait une chose extrêmement grave à l'heure actuelle. Alors on va progresser à l'UNTIN. Il est dit que le pouvoir est entre les mains souvent des civils, mais se pose après un problème de gestion, un problème de gouvernance. Quand le militaire arrive, c'est pour rectifier. Mais finalement, le résultat est connu. Aujourd'hui, entre des coups d'État et aussi des gestions civiles qui ne sont pas les meilleures, où se situe la solution à l'UNTIN? C'est dans le débat. C'est pour ça que nous, quand on a fait le diagnostic avec les pathologies de la démocratie, nous avons organisé un grand colloque où on a amené tout le monde, des militaires, des hommes d'État, la société civile, l'université, et même les étudiants, parce que ce sont les étudiants d'ailleurs qui ont le plus pris d'assaut. Et nous avons proposé des réponses. Et il me semble qu'en dehors d'une réflexion sur les transitions de la démocratie, sur les crises que nous traversons, on ne peut pas trouver de solution sans réflexion. Ce n'est pas possible. Et il faut que les hommes politiques aient assez de modestie pour rassembler les gens, pour discuter, pour débattre. C'est le débat qui peut nous faire avancer. Et le débat, il faut qu'il soit ouvert, qu'il soit collectif. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi surmonter les crises. Les crises, ça peut être des opportunités pour amener des changements extrêmement profonds. Il faut que les militaires le sachent. Il n'y a pas aujourd'hui, si vous voulez, comme on dit, le salut d'un destin individuel ou d'un destin national. Le salut, c'est la régionale, où il ne sera pas. Et aujourd'hui, il faut créer les conditions pour que ce débat d'abord ait lieu. Et que je pense que la commission de la CEDEAO doit prendre effectivement son courage en main. Vous savez, Tinubu, il est arrivé après des élections... C'est l'actuel président de la CEDEAO. Exactement, au Niger, après des élections très contestables et très contestées. Et il a voulu, à travers cette crise, construire une légitimité rapide. Et il a fait la déclaration qu'il a faite. Mais dans son propre pays, je pense qu'il a été le plus contesté. Il n'a pas été soutenu. Par la classe politique et même par les militaires. Il n'a pas été soutenu. Donc lui-même, c'est lui-même qui bloque et qui continue maintenant le dialogue diplomatique. Ce qui est une très bonne chose. Ce qui est une excellente chose. Oui, mais pour combien de temps? Mais voilà, maintenant, il faut faire très attention. Je pense le problème de la CEDEAO, un peu, c'est le fait que les gens ont l'impression que derrière certains pays, il y a Macron. Et il y a les déclarations malheureuses de Macron chaque fois. Je peux comprendre. Mais il faut voir, si vous voulez, les analyses qui ont été faites par d'anciens ministres des Affaires étrangères, comme les Dominique de Villepin, et l'ancien ministre vraiment socialiste, et puis même tous les débats qu'il y a en France sur cette question, pour dire que les Français eux-mêmes sont les premiers aujourd'hui à analyser, à constater exactement ces échecs, ces erreurs. Et j'espère que quelqu'un comme Macron pourrait y prendre de la graine. Et écoutez maintenant les Africains, respectez
les Africains. Ça veut dire que le Nord... A-t-il démarré avec le retrait des troupes françaises du Niger? C'est tardif, mais c'est une bonne chose. Le départ aussi de leur ambassadeur. C'est le départ, mais c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'on s'adresse aux militaires. Oui. Les militaires ne doivent pas être aujourd'hui une menace. Surtout les militaires qui sont au pouvoir. Oui. Ils ne doivent pas constituer une menace pour la sécurité régionale. Donc, pour cela, il faut effectivement, très rapidement, la transition. Qu'ils fassent une transition, bonne transition. Et il faut que la CEDEAO les aide dans cette transition. Il faut que la communauté internationale les aide dans cette transition. C'est ça la voie du salut. Alioune Tine, aujourd'hui, qui, pour porter ce leadership, est appelé à une rencontre sous-régionale, de vérité? Bon, je pense que au niveau de la CEDEAO, il y a Tinubu qui vient d'être malgré tout, qui a beaucoup de bonne volonté et qui dit que, comme on dit, Nigeria is back. Il y a les intellectuels nigériens, on les écoute. Il y a des grands intellectuels au Mali qui ont passé cette épreuve, qui font des analyses, qui sont très bien, il faut les écouter. Il y a des intellectuels au Niger eux-mêmes, une société civile très dynamique au Niger, très dynamique au Mali. Et puis, le Sénégal. Le Sénégal, il y a la réflexion. Nous avons des hommes d'État. Et je pense que c'est une opinion qu'il faut permettre de dégager, allant dans le sens, franchement, d'une réforme de la CEDEAO. Il faut qu'il y ait une opinion africaine sur ça. Et cette opinion essaye de travailler avec le leadership. Parce qu'il faut le reconnaître, nous avons également une grave crise de leadership dans la sous-région. On a connu des panafricanistes comme des chefs de vrais leaders qui ont su avoir une vision, qui ont su mener le troupeau. Mais là, nous avons énormément de problèmes. La solution, dites-vous, est dans les débats à Alioune Tine. Le Sénégal va vers des élections cruciales avec cette présidentielle du 25 février 2024. L'heure est justement au parrainage. Les partis et autres coalitions s'y attellent. Aujourd'hui, Alioune Tine, vous êtes un observateur de la scène politique. Aujourd'hui, quelle est la bonne direction pour un 25 février inclusif, transparent, Alioune Tine? Mais c'est le respect du droit. C'est le respect du droit. Si les gens respectent l'état de droit, la démocratie, les termes du code électoral, je pense que tout le monde va s'en sortir. Le grand problème que nous avons, c'est la question de l'éligibilité. C'est-à-dire que au départ, c'était les fraudes pendant la période électorale ou la période post-électorale. Maintenant, si vous voulez, les problèmes arrivent avant. C'est-à-dire qu'on peut vous arrêter au niveau de l'éligibilité. Et cette question, il faut qu'on la règle. Aujourd'hui, le problème que nous avons, si on a un contentieux par rapport à l'éligibilité, vous avez l'administration, quand même, qui règle le contentieux. Or, effectivement, nous n'avons pas aujourd'hui un État impartial. Nous n'avons pas d'État impartial. Et on le sait. C'est ça notre problème. Les questions électorales sont réglées donc aujourd'hui, à partir du parrainage, nous commençons à avoir un contentieux avec la DGE. Et il me semble que déjà, notre recommandation, c'est de dire il faut laisser le soin au Conseil constitutionnel de régler les contentieux sur la question de l'éligibilité. C'est beaucoup plus simple. Il nous faut respecter le droit. Il faut que, à la fois, le pouvoir et l'opposition vraiment fassent des efforts pour respecter le droit. Il faut que l'administration essaye d'être impartiale, que l'administration ne donne pas l'impression qu'elle n'est pas neutre. Ça même, c'est une régression par rapport à ce qu'on a connu. Il y a eu un moment où, quand Abdou Diouf a reconnu que l'administration était partisane, il est parti prendre des gens dans l'armée. Aussi bien pour le ministère de l'Intérieur, pour régler l'élection, et également pour l'ONEL, pour effectivement le mécanisme de régulation de l'élection. Et l'armée a été effectivement aujourd'hui un facteur vraiment probant, de stabilité, améliorant de stabilité de la démocratie. Mais aujourd'hui, avec l'administration que nous avons et ce à quoi nous assistons le plus souvent, à une administration qui ressemble à un appendice caudal du parti au pouvoir,
et de la coalition au pouvoir, ça pose des problèmes. Il faut que l'administration soit neutre, il faut que l'administration soit impartiale. Et si ça arrive, ça veut dire qu'on va aller vers des élections qui soient des élections pacifiques, avec un climat politique apaisé. Tout le monde y a intérêt. Tout le monde y a intérêt. Aller effectivement dans ces élections, dans la concorde. Dans la concorde nationale. Dans la réconciliation nationale. C'est pour ça que moi j'ai dit, il nous faut encore un bon débat sur la question, si vous voulez, de cette élection. Que le pouvoir, le ministère de l'Intérieur, avec les partis politiques, que les gens discutent, soient d'accord, et à partir de ce moment-là, s'ils ont un consensus, je pense qu'on peut aller vers des élections. Et le débat, il est possible. Pour le moment, tout le monde est, si vous voulez, stressé par la question du parrainage. Le parrainage, c'est un peu comme une course olympique. Hein. Oui. Ah, ça ne doit pas être ça. Donc, je pense que la question de l'éligibilité, c'est une question qui mérite un débat tranquille, serein, bien géré par l'opposition et par le pouvoir pour avoir quand même, être dans une dynamique d'apaisement. Pour que, effectivement, quand on va avoir les résultats des élections, que le lendemain, tout le monde puisse travailler. Par une justice aussi neutre. Ça, c'est de deux, qu'on ait un débat. Nous avons besoin de débat. Les questions sont prégnantes. Et sur les questions institutionnelles, sur ce présidentialisme exacerbé. En réalité, ce présidentialisme exacerbé explique d'ailleurs cette espèce d'inflation de candidature. Signe de vitalité démocratique ou d'affaissement de notre démocratie? Non, ça montre effectivement que l'épuisement, c'est un épuisement du modèle un homme face à un peuple. C'est pas adéquat. Tu sais, on a importé un modèle qui nous est venu de la France de De Gaulle et qui aujourd'hui est épuisé même en France. Aujourd'hui en France, depuis les élections de, comment dirais-je, Sarkozy, Hollande et Macron, il n'y a que des problèmes. Donc, c'est à nous maintenant de réfléchir pour voir comment nous pouvons adapter nos institutions à notre culture, les adapter de telle sorte, effectivement, qu'on puisse avoir une démocratie qui soit un peu plus tranquille. Oui, mais vous avez parlé de parrainage qui implique aussi l'adhésion des électeurs, des populations. Comment relever ce défi pour les partis en question et les présidentiables? C'est ça. La démocratie, c'est en réalité le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Oui. Le grand problème, comme dit Rosan Vallon, le peuple est introuvable. Mais les gens qui l'interprètent de la façon la plus proche font qu'en réalité, que ce soit le peuple le juge suprême. Donc, dans les prisons, il y a des pays où les détenus même votent. Oui. Ce sont des citoyens. Ils font partie du peuple. On ne les exclut pas du peuple. Il y a des pays où, quand vous avez été condamné, ce n'est pas un handicap. En dernière instance, c'est le cas de Lula. Donc, il me semble que il nous faut, nous aussi, nous inspirer, si vous voulez, des démocraties positives, des démocraties, effectivement, où il y a l'apaisement. Et de mon point de vue, la question de l'inclusivité, c'est extrêmement important. Et il faut se méfier de la menace que constitue à long terme ce qu'on appelle le déficit de légitimité. Et il est évident que le problème de l'inclusion, si on ne le règle pas, on va avoir un déficit de légitimité. Et le déficit de légitimité, ça vous rattrape après. C'est une bombe à retardement. Donc, toutes ces questions, je pense qu'il faut en discuter tranquillement. Il faut en discuter avec beaucoup de sérénité. Il faut en discuter avec du patriotisme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que le Sénégal sorte grandi. Que le Sénégal sorte réhabilité, si vous voulez, la démocratie comme une référence, comme un pays de référence en matière de démocratie. Et il est évident que sur ce point-là, beaucoup de gens se posent des questions, on est en déclin, etc. C'est Civicus qui vient de le sortir après nous. Nous avons parlé du déclin, on nous a tapé dessus, maintenant c'est Civicus qui est quand même à un autre niveau. Mais
c'est ça qui doit nous permettre de nous relever et d'avoir une capacité de résilience. Nous dire, écoutez, on va... C'est ça qu'avait fait Diouf, hein. C'est ça qu'avait fait Wade. Wade, après vraiment 2012, il faut bien le dire, hein, il a pas... Il y a eu des problèmes, il y a eu des trucs, mais Wade a été assez mesuré. C'est autour de Macky Sall. Voilà. Qu'entre ses mains, il ne faut pas que, comme on dit, l'aiguille, que l'aiguille se perde entre ses mains. Donc, il faut que, en tant que leader panafricain, ça n'est un, qu'on le dise ou non, Macky a un leadership sur le plan international, sur le plan géopolitique, il a fait beaucoup de choses. Maintenant, il faut que sur le plan national, parce que quand même nous avons entendu son discours sur la paix, son discours sur la démocratie, son discours sur la nécessité de repenser et bien sûr de réformer l'ordre mondial. Mais c'est un président sortant. C'est un président sortant aujourd'hui. Oui. Il faut qu'il sorte Quelle bien. posture, oui. Il faut qu'il sorte bien. Qu'il sorte en réconciliant les Sénégalais. Qu'il sorte en laissant un héritage qui permette à n'importe quel successeur de pouvoir continuer à gérer tranquillement le Sénégal. Pour ces élections, il a déjà, oui, un candidat. Il a déclaré, il a présenté. Moi, je trouve qu'il a le droit de dire c'est mon candidat. Mais je pense qu'il doit faire extrêmement attention d'empêcher d'autres d'être candidats. Oui, il me semble que le problème que nous avons au Sénégal, c'est le président de la République. On va vers des élections. Oui. La meilleure posture, c'est d'être un président régulateur. Un président régulateur au-dessus, vraiment, de tout ce qui fasse en sorte qu'on ait des élections transparentes, qu'on ait des élections inclusives, qu'on ait des élections régulières et qu'il veille à ce que l'administration soit impartiale, que l'administration ne soit pas partisane. Et l'impression et la perception que l'administration est partisane et que la justice est partisane, ce n'est pas bon pour la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, quand on regarde la plupart des déclarations, y compris des déclarations quand même d'anciens ministres libéraux, vraiment, quand je regarde, tous parlent de la réforme des institutions. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, lui doit impulser ce genre de choses. D'ailleurs, nous attendons Amadouba sur ces questions. On ne l'entend pas, Amadouba. Amadouba, je pense qu'il doit s'émanciper pour pouvoir s'exprimer et dire qu'est-ce qu'il va faire pour les Sénégalais. Jusqu'ici, on ne sait pas ce qu'il va faire pour les Sénégalais. Il ne dit pas grand-chose. Et pourtant, les autres déclarations arrivent avec des propositions. Mais il faut le faire aussi avec des débats. Baye Oumar, il faut les inviter ici. Hein, qu'ils s'expliquent pour que les Sénégalais puissent choisir en toute connaissance de cause les gens qui ont une bonne vision, qui ont un bon programme, et puis qui sont capables aussi de réconcilier les Sénégalais. C'est fondamental qu'on ait quelqu'un. On a un pays trop polarisé. On a traversé beaucoup de tensions. On a traversé beaucoup de violence. C'est rare qu'on ait traversé autant de violence. Trop de morts. Et beaucoup de gens, de jeunes qui sont découragés, qui quittent le pays. Mais il faut y mettre un terme. Oui. Il faut y mettre un terme et que ce sont les candidats de nous dire comment ils entendent régler ce problème. Et il faut qu'ils viennent dans les studios pour s'expliquer et dire quelles sont les réponses qu'ils donnent à ces crises que nous traversons. Les réponses à des questions majeures, des questions prégnantes, contexte oblige à l'ultime. C'est encore une fois un plaisir et merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir dans un contexte sous-régional assez difficile. Oui. Oui, c'est un contexte sous-régional extrêmement difficile. Et effectivement, nous sommes face à un horizon franchement gris, illisible pour le moment, que ce soit pour nous, que ce soit pour la sous-région. Je pense que le moment est venu vraiment de procéder à la réflexion, au bon débat, pour vraiment dégager les nuages, pour tous les nuages aujourd'hui qui planent au-dessus de nos têtes et toutes les menaces aussi. Parce que jamais la sous-région n'a été aussi menacée qu'en ce moment. Et il faut que, à la fois les États, à la fois la société civile, nos médias participent vraiment, je dirais activement,
à la question de la résolution des menaces qui planent, d'anticiper sur les menaces qui planent. Parce qu'on n'a pas une capacité d'anticipation. Tout ce qu'on fait, c'est réagir. Et on réagit tard. Et ça, c'est pas bien. Oui, alerte venant du président fondateur d'Afrikajom Center, mais également de l'expert indépendant des Nations Unies au Mali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête, à Alioune Badara Sorcier. Oui, gardez l'écoute, vous êtes sur la 98.5. Vous avez fait le bon choix. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé